Nolan le fort, le roi du préféré Camille congolais. Bonjour, peuple congolais. Ici, c'est T-Congo, le Congo de T-travailleurs, le Congo de T-technocrates, le Congo de T-tranquillité et le Congo de T-transfert. Chers compatriotes, nous venons de démontrer dans la vidéo précédente que l'armée a été oscillante. À l'avènement de l'indépendance de 1960, l'armée avait encore la culture française. Elle était apolitique. Pendant le règne de Yulu et Massamadeba, elle était fidèle à ses vocations sacerdotales, celle de servir la nation et le peuple, de conquérir ou de défendre le territoire, de détruire ou de protéger d'autres unités militaires ou civiles en cas d'invasion pour l'intérêt de la nation. À partir de 1970, l'armée au Congo est devenue politisée, un État dans l'État. C'est le parti qui dirige l'État, avec un pouvoir d'autonomie fort, d'autant plus qu'avec le temps, elle s'est dotée d'une capacité économique, sociale et culturelle. Toujours en 1970, l'armée va connaître une purge. Elle devient la victime et le coupable de plusieurs coups d'État. On peut citer parmi tant d'autres celui de Bernard Kolela en 1969, de Kinganga en 1970, de Bongo Noira en 1970, d'Ange Bidier Diawara en 1972 et de Marien Ngouabi en 1977. Tous ont fait des morts d'hommes. Tous ont été sous l'initiative de Sassou et de Yombi. Ils disaient à l'époque, le pouvoir est au bout du fusil. En 1991, suite à la tenue de la conférence nationale souveraine, l'armée retrouve ses motivations de noblesse, celle d'une armée républicaine et apolitique. Cette récréation n'a été que de courte durée. Chasser le naturel, il revient au galop. Nous avons donc démontré que cette armée, qui d'autrefois ne s'insurgeait en politique, pouvait intervenir en médiateur pour remédier à des situations jugées graves pour l'intérêt de la nation. L'armée était pour le peuple et avec le peuple. En 1977, l'armée retrouve ses demandes. Elle redevient politisée, constitue la source de récompense des bandits armés. Les politiciens utilisent souvent l'expression « nous avons signé un accord de paix ». Les miliciens seront enrôlés dans l'armée. Peuple congolais. La guerre de 1977 commence par le nord, à cause de l'entrée triomphale de Sassou chez les Kouyou, en Tipoy. L'affrontement va opposer les sympathisants de Sassou et de Yomi. Elle fera plus d'une dizaine de morts et finalement la guerre se transporte à Brazzaville.
Un groupe d'officiers fidèles à Sassou, suspendus par le régime Lissouba, vont contribuer à l'encadrement des jeunes Cobras. Ils vont participer également à la guerre du 5 juin 1997. Pour des officiers fidèles à Lissouba, ils vont donner une formation aux Zoulous, aux Aubervillois, aux Mamba et aux Kokoy. À la sortie de cette guerre, Sassou a officiellement tribalisé l'armée. L'a fait détourner de sa mission, celle de défendre le pays. Ainsi, l'armée sera complice dans l'opération Mwebara pour les génocides dans le pôle, où on va enregistrer plus de 5000 morts et plus de 180 000 déplacés. Pour récompenser certains militaires, Sassou va les nommer au grade de général, en majorité tous d'ethnie Mboshi. Le cas de Nyangambwala en est un exemple. Dans le but d'éclairer la lanterne des millions de Congolaises et de Congolais sur le virus du tribalisme qui a gagné notre force publique depuis le sommet, nous allons donner la liste des officiers généraux du Congo par département en 2011. Pour élucider le déséquilibre sur la nomination des officiers au Congo. Nous sommes conscients que ces données en 2020 ont bien changé, car certains sont décédés et d'autres ont été promus. Ici, c'est juste pour vous donner le nombre des officiers à l'année T, T étant 2011. Dans ces données, sur la population, Brazzaville et Pointe-Noire sont exclus. Région de la cuvette Est, 26 officiers généraux, pour une population de 173 949 000 habitants, soit 6 690 habitants pour un général. Les 26 officiers généraux sont Jacques Joachim Yombe Opango, Denis Sassou Nguesso, Jean-Dominique Okemba, Norbert Dabira, Blaise Adoua, Jean-Marie Michel Mokoko, Hilaire Moko, Yves-Jacques Ndolou, Charles Richard Monjo, Guy Blanchard Okoy, Philippe Longonda, Morlende, Motando, Fulgor Ngombo, Jean-François Ndengue, Gilbert Bokemba, Emmanuel Avoukou, Victor Moigny, Ebata, Pierre Oba, André Mbanyambea Mundanza, Georges Mayulu, Nyombela Mambula, Emmanuel Elanga, François Osselé et Pierre Ngombe. Région du Pôle, 4 officiers généraux pour une population de 263 743 habitants, soit 65 936 habitants pour un général. Les 4 officiers sont Anselme Makumbu Kuka, Aran Kakou, Prosper Kanta, René Boukaka. Région des Plateaux, 6 officiers généraux pour une population de 194 624 habitants, soit 32 437 habitants pour un général. Les 6 officiers sont Florent Ntiba, Emmanuel Ngolondele Mongo, Paul Victor Moigny, Benoît Mondele Ngolo, Emmanuel Eta Anka, Raymond Damas Ngolo. Région de la Likwala, 4 officiers généraux pour une population de 171 799 habitants, soit 42 950 habitants pour un général. Les 4 officiers généraux sont Gilbert Mokoki, Léonard Essongo, Franck Xavier Ndongo Mokana, François Eyayan. Région du Kouilou,
3 officiers généraux pour une population de 102 506 habitants, soit 34 169 habitants pour un général. Les 3 officiers sont Louis-Sylvain Goma, Guy-Pierre Garcia et Philippe Jean-Baptiste Chikaya. Région de la Bouenza, 2 officiers généraux pour une population de 344 537 habitants, soit 172 269 habitants pour un général. Les deux officiers généraux sont Guy Blek Clément Mambou, Nzambi Makumba Nzambi. Région du Niari, un officier général pour une population de 257 808 habitants, soit 257 808 habitants pour un général. L'unique général, c'est Daniel Mabika. Région de la Sanga, un officier général pour une population de 95 576 habitants, soit 95 576 habitants pour un général. L'officier général, c'est Paul Mbot. Région de la Lékoumou, un officier général pour une population de 107 454 habitants, soit 107 454 habitants pour un général. L'officier, c'est Victor Mukanda. Région de la Cuvette Ouest, 0 officiers pour une population de 81 375 habitants, soit 81 375 habitants pour 0 général. Peuple congolais, nous avons mis à votre disposition un tableau. Vous allez le voir, ce que nous venons de vous donner. Mais entre-temps, nous voulons vous dire qu'il est normal qu'à l'heure du passage aux institutions démocratiques, qu'un changement radical de culture de l'armée s'impose et au surplus de la société congolaise. Mais comment remettre en œuvre une armée fondée sur des valeurs du sacrifice suprême, de l'intérêt général et de l'effort gratuit, lesquels sont relégués aux antipodes de notre société? De plus, l'armée est devenue le cœur du pouvoir d'État, qui organise et rationalise la violence par le truchement de l'institution militaire. Aujourd'hui, au Congo, l'armée et le pouvoir politique entretiennent des relations intimes, au point où qu'elle peut être considérée comme le bras séculier du pouvoir. Ainsi, pendant encore longtemps, la question du pouvoir sera résolue par la force. Et l'armée demeurera un enjeu majeur de la conquête et de la prise et de la conservation du pouvoir. Ce qu'il faut noter, c'est que l'armée, dans son positionnement actuel, constitue un obstacle à la transition démocratique apaisée car sa visibilité trop importante dans l'espace social, avec un pouvoir tentaculaire fort, gêne l'émergence de mécanismes collectifs de sécurisation à la fois de la population et de la gestion apaisée du pouvoir. La tendance actuelle est jugée très dangereuse. Elle est celle du dépassement de l'armée par une banalisation sociale de la violence, d'une part, et par la constitution des milices lourdement bien armées et mieux équipées que l'armée régulière, d'autre part. Inutile de penser ou de croire que c'est le comité de défense qui propose les nominations qui sont basées sur un seul département. Tout le monde sait que la Constitution donne les prérogatives à M. Sassou Nguesso de nommer à des hautes fonctions qui il veut.
l'intégrité territoriale du Congo-Brazzaville n'a jamais été menacée depuis l'indépendance. Cependant, le Congo comptait en 2011 48 généraux pour une population estimée à 4 121 757 millions d'habitants. Des généraux ont eu pour adversaires désignés des populations civiles et pour objectif principal l'enrichissement personnel et accessoirement la protection de celui qui les nomme et les a fait rois. Nous avons lu sur les réseaux sociaux cette semaine que l'Académie militaire de Mariangouabi en 30 ans a formé 3344 officiers. Ces données nous ont permis de pousser la réflexion et de dire que le Congo a formé par année 111 officiers. C'est-à-dire quand vous divisez 3344 par 30, vous trouvez 111 officiers par an. Et quand donc vous divisez les 111 officiers formés par an en 12 par 12, vous trouvez 9 officiers par mois. Peuple congolais. La question qui paraît raisonnable est celle de savoir, a-t-on vraiment besoin de former 9 officiers par mois? Pour faire quoi? En 30 ans, combien d'actions les militaires ont-ils menées sur le plan africain pour l'intérêt du continent? Et sur le plan national, quel intérêt pour le Congo? Quelles actions ils ont menées pour l'intérêt du Congo? Si ce n'est que pour monter de faux coups d'État, si ce n'est que pour aller tuer son peuple, les frères, les Congolais, dans la région du Poul. Sur le plan africain, en 2014, les Congolais ont été chassés au Centrafrique parce qu'ils ont été accusés par la MISCA d'avoir commis des viols. Un rapport de Human Rights Watch, publié le 2 juin 2014, accuse les militaires de l'armée du Congo-Brazzaville, membres de la mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine, en abrégé MISCA, d'avoir commis de graves violations de droits de l'homme en République centrafricaine en décembre 2013 et mars 2014. Selon donc ce rapport, à la suite du lynchage brutal d'un militaire congolais de la MISCA par les anti-Balaka, milice composée de combattants majoritaires chrétiens et animistes, dans la commune de Bossangoa, le 22 décembre 2013, des troupes congolaises ont, par vengeance, torturé à mort 2 chefs anti-Balaka. Le 24 mars 2014, après qu'un véhicule de la MISCA a été pris en embuscade par des tirs des combattants anti-Balaka à Boali, causant la mort d'un soldat congolais et blessant 4 autres, un groupe d'environ 20 militaires congolais de la MISCA ont enlevé au moins 11 personnes au domicile d'un chef anti-Balaka dans la même commune. Jusqu'à ce jour, ces personnes sont portées disparues. Et il est fort à croire qu'elles aient été exécutées sommairement. À la suite de la publication donc de ce rapport de Human Rights Watch, la division de droits de l'homme de la MISCA a annoncé l'ouverture d'une enquête afin de faire la lumière sur ces allégations d'exactions commises par des casques verts africains. Le 4 juin, dans un communiqué de presse, le ministre congolais de la Défense nationale s'est déclaré
solidaire à toute démarche en courant à la manifestation de la vérité. Le 22 décembre 2013, le capitaine Mokongo, commandant des troupes de la MISCA à Bosangoa, a ordonné un raid contre une base anti-Balaka dans la ville. 3 dirigeants de cette milice ont été arrêtés et leurs armes confisquées, occasionnant une vice-protestation au sein de la population. Un officier de la MISCA, le sergent juif Ngali, s'est retrouvé encerclé par une foule hostile. Après avoir tiré un coup de fusil en l'air, puis un autre en direction d'un jeune qu'il a tué, la foule l'a lynché, puis a mutilé son corps à coups de machette. Quand son cadavre a été rapatrié à la base de la MISCA, les soldats congolais ont décidé de se venger sur les 3 dirigeants anti-Balaka détenus. Durant la soirée, un groupe de soldats français a obtenu la libération d'un des dirigeants anti-Balaka, ignorant la présence des 2 autres. Les 2 détenus restants ont été ligotés selon la technique Arbatacher, bras et jambes attachés dans le dos, et torturés notamment à l'aide de plastique fondu. Au bout de quelques heures, les 2 détenus ont succombé à leurs blessures. Leurs cadavres ont été retrouvés le lendemain dans la ville, brûlés et mutilés. Le 24 mars 2014, à la suite d'une embuscade mortelle ayant touché la MISCA à Boali, un groupe de 20 militaires congolais a encerclé le domicile du chef anti-Balaka local, le général autoproclamé Maurice Mokono. Un garçon ayant essayé d'avertir le général a été abattu par balle. Au moins 11 personnes, dont 4 femmes, qui se trouvaient dans la maison du général ont été appréhendées, dont le général lui-même et ses 2 frères, Zaboro et Bajene. Plusieurs autres personnes ont été arrêtées aux alentours, dans le quartier. Tous ont été portés disparus depuis lors. Voilà ce que les militaires congolais ont pu démontrer à l'étranger, de ce qu'ils savent faire. Le Congo n'est plus associé à aucune armée africaine pour des missions de paix en Afrique. Sur le plan national, à compter de 2016, l'armée a connu une hécatombe dans la recherche du pasteur Ntoumi. Elle s'est affrontée à la bande armée de Ninja Nsilulu. Beaucoup de militaires sont morts dans cette aventure, le 27 avril 2017. Selon la source des ninjas, il y a eu plus d'une trentaine de militaires qui sont tombés dans une embuscade tendue par les ninjas. Il faut signaler, durant cette bévue voulue par Sassou, parce que voulant commettre un génocide dans le pôle, l'armée a connu un déboire. L'armée au Congo est devenue tribalisée, nous l'avons dit. Sassou veille au quotidien à l'état de l'armée, car il sait que le mal à tout moment peut surgir de là. Il faut constater que durant la période de 1960 à 1977, Sassou était déjà dans les règnes du pouvoir, mais il n'était pas encore chef de l'État. Et c'est pendant cette période que le pays a enregistré tous les coups d'État que nous avons énumérés. Mais depuis que Sassou est venu au pouvoir, c'est-à-dire depuis 1978, jamais le Congo a connu d'autres coups d'État. C'est pour dire que c'est lui qui était à la manœuvre. Souvenez-vous, à la conférence nationale, un officier avait dit « Le Congo ne pourra plus jamais enregistrer de coups d'État parce que celui qui faisait des coups d'État, c'est lui maintenant qui est au pouvoir. » Donc, c'est pour dire que durant tout le règne de Marengwabi, nous le savons, Sassou était ministre de la Défense, chargé de renseignement. Donc, il savait et il sait
comment préparer un coup d'État. Peuple congolais, fort de ses expériences, la FAC, c'est-à-dire la force des armées congolaises, est sciemment divisée en plusieurs unités qui sont inégalement réparties. Selon Jean-Marie Michel Mokoko, la garde républicaine est l'unité la plus équipée au Congo. Elle est devenue l'armée dans l'armée. C'est l'unité la plus dotée en matériel militaire, dotée en tenue, privilégiée pour des formations. Cette inégalité, bien sûr, est voulue délibérément par Sassou. Le même principe appliqué dans la gestion des entreprises d'État, dans des directions de grands départements de la fonction publique, s'est transféré dans les forces de l'armée congolaise. L'armée, nous l'avons dit et nous ne cessons de le dire, est devenue tribalisée. Alors, pour revenir aux nominations des généraux que nous vous avons données, nous allons vous présenter donc le tableau. Peuple congolais, allez-y voir le tableau que nous avons vu, nous avons mis en ligne. Et vous allez constater qu'effectivement, que la région de la Cuvette, dont est originaire M. Sassou, est privilégiée. Donc c'est comme vous pouvez le voir dans ce tableau, peuple congolais. Vous aviez la population. Cette population est de 2011. Vous aviez la colonne jaune, où vous aviez le nombre des généraux. Il y en a 3 pour le Kwilu, 1 pour le Nyari, 1 pour la Likumu, 2 pour la Bwenza, 4 pour le Poul, 6 pour les plateaux, 26 pour la cuvette Est, 0 pour la cuvette Ouest, 1 pour la Sanga, 4 pour la Likwala. Voilà comme vous pouvez le constater. La cuvette Est est le seul département qui a de nombre de généraux qui dépassent plus de 10. Mais juste pour une population de 173 946. Et nous le savons que la région la plus peuplée, c'est d'abord la Bwenza, avec 344 537. Mais il n'a que 2 généraux. Suivi du Poul, avec 263 743. Il n'a que 4. En troisième position arrive le Nyari avec 257 808. Il n'a qu'un seul général. Par contre, la cuvette Est, d'où est originaire M. Sassou, la population n'est que de 173 949, mais ils ont déjà 26 généraux. Et donc, pour vous donner une notion, une idée, par la population pour un général, vous allez constater que dans la cuvette Est, un général ne s'occupe que de 6 690 habitants, alors que dans le Nyari, le général qui est là s'occupe de 257 808 habitants, alors que dans la Bwenza, un général s'occupe de 172 269. Alors que dans la Likumu, un général s'occupe de 107 454 habitants. Dans le Poul, un général s'occupe de 65 936. Peuple congolais. Et vous allez constater que dans la cuvette Ouest, il y a 81 375. Il n'y a même pas un général pour s'occuper de cela.
Et alors que dans la cuvette ouest, je venais de dire, un général s'occupe de 6690, alors que dans la cuvette, il n'y en a même pas un qui peut s'occuper de 81 375. Voilà, peuple congolais, des données qui sont là. Nous ne sommes pas allés, nous ne les avons pas inventées, les données sont là. Sauf que nous les avons étudiées. Nous vous avons dit que nous avons fait beaucoup des études pour le nouveau Congo que nous voulons faire. Donc, c'est des mâles, des dossiers que nous avons ici, de toutes les études que nous avons faites à tous les niveaux. Alors, on s'est permis d'aller calculer. Si on s'est dit, voilà l'hypothèse sur laquelle nous sommes partis. Si de la même façon qu'on a nommé les généraux dans la cuvette Est, puisque la cuvette Est a 26 généraux, on s'est dit, si la même logique est appliquée dans les autres départements, combien de généraux ces autres départements devaient avoir? C'est ça que vous aviez dans la colonne bleue. Donc, si on tient compte du raisonnement de la cuvette Est, donc vous voyez, le Kwilu devait avoir 15 au lieu de 3. Et le Nyari devait avoir 39 au lieu de 1. La Lekumu devait avoir 16 au lieu de 1. La Bouenza devait avoir 51 au lieu de 2. Le Poul devait avoir 39 au lieu de 4. Le Plateau devait avoir 29 au lieu de 6. Bien sûr, la cuvette Est, 26, et sur les 26, ça ne change pas. La cuvette Ouest devait avoir 12 sur les 0. La Sangha devait avoir 14 sur l'unique général qu'il a. Et enfin, la Likoala devait avoir 26 sur les 4. Donc, au lieu d'avoir 48 généraux comme on les avait en 2011, on devait plutôt avoir 268 généraux. Ce qui fait qu'on a un déficit. C'est la colonne verte. Donc, le Kwilu a un déficit de 12 généraux. Le Nyari a un déficit de 38. La Likomu a un déficit de 15. La Bouenza a un déficit de 49. Le Poul a un déficit de 35. Le Plateau a un déficit de 23. La cuvette Est de Sassou n'a pas de déficit puisque lui, il a déjà atteint son seuil, donc son maximum. La cuvette Ouest est encore en déficit de 12. La Sangha est en déficit de 13. Et la Likoala est en déficit de 22. Voilà, peuple congolais. Quand on veut marcher dans l'équilibre, quand on veut marcher dans la légalité, voilà comment les données devaient être. Ce tableau démontre que la partie du nord compte plus des officiers, 31 au total. Au centre, on en trouve 6. Et dans la partie sud, il n'y a que 11. C'est ça qui donne les 26. Dans la partie nord, c'est la cuvette qui rafle la grande partie, avec 26 généraux. Bien que d'autres raisons puissent être évoquées par Sassou pour expliquer une telle attitude, il faut avouer que c'est une honte pour les Mboshi. Peuple congolais, nous avons dit, si la même formule de nomination était appliquée, on devait donc avoir 268 officiers. Mais ce qui est encore intéressant que nous allons vous donner, nous savons qu'au Congo, en moyenne, ces généraux touchent 3 millions de francs CFA comme salaire, en dehors des avantages matériels, c'est-à-dire de voitures, de l'essence, le loyer. Ils ont encore un salaire, je dis que ça c'est le minimum, 3 millions.
Alors, quand on sait qu'on a 48, on est en 2011. Quand vous faites 48 multiplié par 3 millions de francs CFA, vous trouvez, ça donne 144 millions de francs CFA. Et quand on veut le calculer à l'année, ça donne 1 milliard 728 000 millions. 1 milliard 728 millions de francs CFA par an, rien que pour les 48 généraux. Nous sommes en 2001. Nous sommes conscients qu'en 2020, le chiffre de 48 est déjà arrivé à 60. Mais nous n'avons que des données à l'année T. T, ici, c'est 2011. Peuple congolais. Il est à noter que l'armée présente ici une situation qui est similaire à la façon dont les chefs dirigent l'armée. L'armée reflète l'image des officiers supérieurs. Nous avons ici le témoignage d'un officier qui dénonce l'inaction et la passivité des autres officiers. Pourquoi? Parce que les officiers qui sont dans notre armée ne réagissent plus. Ils sont devenus inactifs. Alors, comme on est en train d'étudier des facteurs qui peuvent agir avec nous dans le combat, nous avons étudié le cas de la jeunesse. Nous avons dit que cette jeunesse aujourd'hui ne peuvent plus descendre. Je ne veux plus revenir là-dessus. Allez-y suivre les vidéos. Donc, on est en train de voir si l'armée est encore un facteur déterminant comme il avait fait avant la tenue de la conférence nationale souveraine. Et donc, nous avons démontré que de l'indépendance jusqu'en 91, l'armée, c'était une armée républicaine. Tant bien même qu'il a connu une période un peu sombre de 1970 jusqu'en 1990 où le monoparti avec le PCT a régné. Et donc, dans cette vidéo, nous sommes en train de démontrer quel est l'état de l'armée après le retour de Sassou au pouvoir en 1997. Peuple congolais. Cet officier, en la personne de Nicolas, au Congo, paix à son âme puisqu'il est déjà mort, lors de la conférence nationale souveraine, il avait déclaré, puisqu'il était dans le comité militaire du parti, il avait témoigné au sujet de la mort de Marien Ngouabi en tant que membre du Parti congolais du travail, en tant que membre d'ethnie Kouyou, en tant que membre proche de la famille de Marien Ngouabi. Il avait déclaré, je cite, « Les gens ont peur de parler maintenant. Nous étions dépassés par des événements. En tant que parent de Marien Ngouabi, je reconnais que j'étais dépassé. Mais maintenant, avec le recul du temps, je constate qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités parce que j'aurais pu dire non, ne tuez pas, continuons les enquêtes. Mais les revanchards du Nord ne voulaient pas que nous gardions ces gens-là qui ont tué Marien et les laisser vivants. » Il est ici en train de décrire, si vous allez suivre la vidéo sur la conférence nationale, il était en train de décrire ici au procès de Marien Ngouabi et surtout à l'exécution prématurée du président Massamba Deba. Donc il était en train de décrire
qu'ils étaient acculés par les autres dirigeants, surtout par les plus gradés, en l'occurrence par Sassou. Et donc il continue et il déclare, mais cette fois-ci, il s'adresse au camarade Raymond Damas Ngolo, puisqu'il était dans la salle à la conférence nationale. Et donc, il va s'adresser à lui et il dira, vous vous rappelez, nous étions malmenés, nous étions considérés comme des traîtres. Il nous disait, si vous laissez ces gens en vie, donc c'est vous qui avez tué Marien. Massamba Deba ne mérite pas 2 ou 3 jours. Ce n'est pas possible. Nous étions entre le marteau et l'enclume, dépassés par les événements. Nous avons commis des fautes graves. Il faut le reconnaître. Un officier doit avoir le courage de reconnaître ses fautes. C'est bien d'avoir des galons, mais il faut avoir le courage d'affronter les événements. Maintenant, il y a eu un plus malin que nous dans l'appréciation des événements. Je ne peux pas le dire, parce que moi-même, j'étais dépassé. Ce malin était plus fort que nous. Peuple congolais, voilà là un témoignage d'un officier qui a bravé le courage, qui est venu dire que quand on est officier, il faut avoir le courage. Il est venu dire, et il s'adressait aux autres officiers, c'est bien d'avoir des grades, mais il faut aussi avoir le courage. Parce qu'un militaire, un officier, de surcroît doit avoir le courage de reconnaître ses fautes. Il a témoigné, il a dit qu'ils ont fait des erreurs. Ils ont tué des personnes à tort, en la personne de Massamba Deba et les autres 10 personnes qu'on avait tuées dans le procès de Marien Ngouabi. Mais ça, nous l'avons déjà démontré dans l'une des vidéos dans lesquelles nous avons intitulé « Sassou est né le 18 mars 1977 ». Allez-y suivre des vidéos. Peuple congolais. Voilà comment un officier doit être. Un officier, c'est un courageux. Un officier, c'est celui qui parle quand il y a une situation. Et oui, il a fallu que Dabira, le général Dabira, parle pour que le peuple congolais soit au courant que c'est Nyangambouala qui fournissait les armes, Antomi. Il a fallu que Nyangambouala parle pour que les Congolais soient au courant que le peuple Mboshi s'interroge sur leur avenir après Sassou. Il a fallu que Okombi Salissa parle pour démontrer que lui, il était du système. Donc, savait comment mettre les armes chez un innocent. Lors du faux procès de Marien Ngouabi, les civils, même les civils, ont défié la cour révolutionnaire au point de leur tourner le dos et de leur dire les yeux dans les yeux que cette cour était partiale. Ça, c'était des civils qui ont eu le courage de parler au cours d'un procès. C'est pour vous dire, peuple congolais, qu'un militaire et de surcroît un officier, il doit parler. Nous avons aussi vu, lors du procès de Bambe de Cinéma Star et de Maya Maya, nous avons vu ce civil qu'on appelle Ernest Ndala Graï, qui avait tenu haleine la cour pour démontrer qu'il n'était pas capable de juger un innocent. Peuple congolais. Alors, nous nous sommes posé la question. Mais comment se fait-il que Jean-Marie Michel Moukoko, général de son état, sorti de Saint-Cyr, est sorti du procès sans même pas dire un mot? Peuple congolais, nous nous sommes interrogés à plusieurs fois, connaissant le charisme de ce monsieur, connaissant le niveau intellectuel de ce monsieur, connaissant le courage de ce monsieur. Mais comment devant la cour, ce monsieur n'a même pas pu dire un mot? Alors nous avons voulu comprendre pourquoi. 2 hypothèses ont été analysées. Première hypothèse, parce que pour lui, il ne reconnaît pas l'autorité qui le jugeait. C'est-à-dire pour le général, que cette cour n'était pas conforme. C'est-à-dire pour le général, il trouvait que
la cour qui lui jugeait n'était pas une cour conforme pour pouvoir le juger. Donc, il a décidé de ne pas s'adresser à une cour illégale. Peuple congolais. Est-ce que ce raisonnement est logique? Nous avons pensé que le général a manqué un peu de jugement. Sinon, il a oublié encore. Pourquoi? Parce que cette cour qu'il est en train de déconsidérer, cette cour qu'il est en train de juger illégale, avait été nommée par M. Denis Sassou Nguesso, conformément à la Constitution de 2015. Donc, par rapport à cette Constitution de 2015, cette cour était légale. Donc, le raisonnement du général n'est pas correct. En plus, ce que le général oublie, c'est que M. Sassou, conformément à la Constitution de 2015, qui l'a permis de voter cette cour, c'est le même Sassou qui a nommé le général comme conseiller à la présidence. En ce moment-là, le général avait accepté, avait reconnu l'autorité du chef de l'État. Toujours, c'est toujours le même président, conformément à sa constitution de 2015, qui avait nommé le CENI, qui avait organisé les élections présidentielles, auxquelles lui, le général, est allé participer, auxquelles lui, le général, est allé faire des campagnes pour être président. Mais le CENI avait été nommé par qui? Par M. Denis Sassou Nguesso, conformément à la même constitution, qui avait arrêté des dates des élections présidentielles. C'est le même CENI, nommé par M. Denis Sassou Nguesso, conformément à la constitution de 2015. Donc il reste encore valable jusque-là. Mais quand la date a été arrêtée, ou bien quand la date des élections sont arrivées, ben lui, le général, il est allé battre campagne jusqu'à ce qu'il a revendiqué l'élection comme quoi il a été élu. Mais comment se fait-il que quand Sassou nomme cette cour constitutionnelle, cette cour pour pouvoir le juger, il dit non, vous n'êtes pas légal. Non, nous pensons que le général lui a manqué un jugement. C'est dommage pour un militaire. Si vraiment Nicolas au Congo était là, comme il l'a dit, comme il s'adressait à Damas Ngolo, c'est bien d'avoir des grades, c'est bien d'être général, mais il faut avoir le courage. On en a vu des civils qui ont parlé. Nous en avons vu des gens qui ont parlé pendant le procès. Dabira a parlé. Nyangambala a parlé. Des gens ont parlé. Donc, la politique de se taire, de ne rien dire, à mon avis, n'a pas été une bonne politique pour le général. On ne dit pas souvent qui ne dit mot consent. Ça veut dire le fait de n'avoir même rien dit, c'est qu'il s'est retrouvé coupable. C'est-à-dire dans ce cas, on lui a accusé, puisqu'il était incapable de pouvoir se défendre. Ça veut dire que c'était des arguments vrais. C'est ça qui est déplorable. Puisque si le général avait parlé de ce qu'il aurait dit, ça devait être relayé dans les réseaux sociaux. Les gens devraient exploiter ça pour comprendre que voilà, si le général ne méritait pas d'être en prison, voilà ce qu'il nous a dit, voilà ce qu'il a démontré, voilà ce qu'il a fait. Il nous l'a dit lors de son procès. Voilà comment les gens devraient défendre défendre le général. Mais aujourd'hui, nous n'avons aucun mot sorti du général. Aucun, rien. Alors comment voulez-vous qu'on puisse défendre le général alors que il a avalé ses mots? Peuple congolais, on dit souvent qu'il ne dit mot consent. Le général
à mon avis, n'a pas fait preuve d'un bon jugement. Voilà ce que nous avons comme première hypothèse. C'est-à-dire l'hypothèse de minimiser cette cour, c'était une mauvaise chose. Aujourd'hui, on devait avoir des éléments pour pouvoir décrier, pour pouvoir critiquer, pour pouvoir expliquer que le régime de M. Sassou, c'est un régime barbare. Parce que le général nous a dit pendant son procès, voilà des choses. Il ne l'a pas fait. Voilà. Comment, si Dabira n'avait pas parlé, comment on aurait su que c'est Nyangambouala qui donnait les armes en Tomi? Si Nyangambouala n'avait pas parlé, comment on aurait su que les Mboshi se posent encore la question, quel est leur avenir? Mon général, il fallait parler. Deuxième hypothèse, c'est peut-être la deuxième hypothèse. Il a préféré se taire. Pourquoi? Mais parce qu'au nord, tous les ressortissants, ils ont un pacte. Un pacte comme quoi, quand il y a un acte qui se passe, il faut se taire. Vous aviez su comment ils ont tué Maringwabi. Et tous les gens du nord sont restés calmes, sans rien dire. Jusqu'au point où, quand Ange, Pierre Anga, a voulu se soulever, Sassou l'a tué. Pourquoi? Ben parce qu'il a voulu parler. Quand Ntsuru a voulu parler, Sassou l'a tué. Peuple congolais. Quand Justin Likunzu a parlé, Sassou l'a empoisonné. Est-ce que c'est pour cela que le général s'est tué pour ne pas parler, de peur qu'il soit tué ou qu'il ne soit empoisonné? Ça, c'est la deuxième hypothèse que nous nous sommes dit. Dans tous les cas, l'homme du Nord est toujours resté solidaire parce qu'il y a un pacte. Peuple congolais. Le général est bien conscient qui ne dit mot consent. Ne rien dire lui a fait écoper une peine de 20 ans d'emprisonnement. C'est pour ainsi dire qu'il est coupable de ce qui lui a été reproché, puisqu'il n'a pas démenti. Pour son rang de général, c'est vraiment dommage. Voilà l'armée pour laquelle que nous avons. On reconnaît le courage de ce monsieur. Parce que en 1991, si ce n'était pas lui, la conférence ne devait peut-être pas avoir aussi lieu. Parce que Sassou lui avait ordonné d'aller mater, d'aller tirer, d'aller brûler les gens pendant que les politiciens ils étaient à la conférence nationale. Il avait dit non, je ne le ferai pas pour l'intérêt du peuple. Mais mon général, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'avez-vous pas parlé? Parce que la politique du silence n'a jamais payé. Peuple congolais. En décembre 1997, il y avait eu des arrestations arbitraires d'officiers supérieurs détenus par les ninjas. On peut les citer. Le général Eta Anka, le colonel Ewolo, le colonel Nkunku, Abba Ganjan, qui était l'ancien préfet de la région du Plateau, Makunzi Wolo, Nzumangele, Munanga, Kwasi Georges. Tous ces membres avaient été arrêtés par des ninjas. Ils ont été séquestrés par des ninjas. Peuple congolais, suivez bien. Nous sommes en train d'étudier, il ne faut pas perdre de fil d'idée. Nous sommes en train d'étudier notre armée. Alors quand Sassou va apprendre qu'on avait arrêté les personnes que je viens de citer, il a tenu une réunion avec les officiers. Et il leur a demandé quelle
sans les officiers qui étaient volontaires d'aller libérer ces personnes-là. Ces officiers, parmi eux, bien sûr, il y a aussi des civils. Que les officiers qui étaient volontaires lèvent le doigt, qu'ils se prononcent pour qu'ils aillent, qu'on leur équipe, qu'on leur donne le matériel, tout ce qu'il faut pour aller faire sortir les personnes qui étaient entre les mains des ninjas. Peuple congolais, selon ce que Willy Manzanga nous avait rencontré, nous avait raconté. Je vous le dis parce que c'est un témoignage qu'il a fait. Et quand il a fait, j'étais là quand il était en train de le dire. Willy Manzanga, selon son témoignage, il nous a dit que dans la salle, il y avait silence de mort. Aucun officier s'est levé. Ni capitaine, ni colonel, ni général. Personne ne s'est levé pour dire « Monsieur le Président, moi, je m'en vais. » Personne. La seule personne qui s'est levée, qui a dit « Moi, j'irai le faire sortir », c'était Willy Manzanga. Il a dit « Je n'irai pas avec vos éléments, mais j'irai avec mes éléments à moi. » Et il en a profité pour dire à Sassou, « Monsieur le Président, au Congo, l'armée n'a pas de vrais officiers. » Peuple congolais, tout ceci c'est pour vous dire et pour vous démontrer que notre armée n'a vraiment pas de vrais officiers. Le silence de notre armée face à des événements douloureux que traverse le pays est aussi l'expression d'une indignation. Celle de constater que notre pays, qui compte plus de 50 officiers maintenant, ils sont bien traités par l'État, sont à la charge de l'État. L'armée n'est même pas capable d'aller traquer une bande armée. Non pas d'un général sorti d'une académie militaire quelconque, mais d'un simple pasteur d'église, Ntoumi, qui en revanche est capable de défier toute une armée. Voilà l'armée que nous avons. Cette armée que nous avons dit qui ont connu du déboire dans le pool. Donc pendant que les autres travaillent, cumulent des retards de salaire, les militaires, eux, n'enregistrent pas de retard de salaire. Mais ça, c'est une tactique de Sassou, tout simplement pour éviter que l'armée se rebelle. C'est pour dire, peuple congolais, que l'armée est bien entretenue. L'armée ne souffre pas de la crise qui sévit au pays. L'armée vit au lait et au miel. À la suite de ce que nous venons de décrire, peuple congolais, nous nous posons la question de savoir, réellement, avons-nous encore l'armée capable de défendre l'intégrité territoriale? Avec la composition actuelle, avec la qualité des officiers supérieurs de ce jour, l'armée est-elle républicaine, partiale, tribalisée? Peuple congolais, voilà là où nous en sommes. L'état de notre armée, qu'on a chassé au Centrafrique, qui est venu tuer son peuple, qui n'est même pas capable d'affronter même des bandes, de vraies bandes armées. Alors, l'attitude des officiers supérieurs de notre armée, peut-on vraiment compter sur une armée devenue politique, inapte, remplie de jeunes sans niveau ni d'expérience? En fait, l'armée aujourd'hui est remplie de rêveurs, d'illusions, qui sont capables de fuir dès la première tonation des fusils. Peut-on vraiment compter sur une armée qui est aux sources et au service de M. Sassou? Avec des officiers qui ont été tous promus par Sassou au grade des généraux, même pas capables d'aller faire des exercices sportifs
Aujourd'hui, on les voit avec des gros ventres. Peuple congolais, avec le nouveau Congo que nous voulons bâtir, les officiers seront promis par mérite, par concours. Plus question de nommer par filiation ethnique. Bien que les prérogatives de la gestion de l'armée, comme celle de la gestion de la mer, de la forêt, de la faune et de la fauve, du pétrole, du bois, etc., revient au pouvoir central, il est indispensable de faire une gestion équilibrée. Peuple congolais, nous voulons ici vous dire que dans l'étude que nous avons réalisée pour le nouveau Congo, il y a des prérogatives qui vont revenir au pouvoir central. C'est par exemple les affaires étrangères, l'armée, la gestion de la mer, la forêt, les faunes, les fauves, du pétrole, le bois. Ça revient au pouvoir central. Mais le reste, peuple congolais, allez dans vos régions et allez développer vos régions. On va transférer les pouvoirs dans les régions. On va décentraliser les régions. Chaque Congolais doit aller dans sa région d'origine pour aller travailler. Ceci pour éviter qu'il n'y ait plus d'affrontement. Parce que moi, quand je serai dans ma région, en train de développer dans ma région, je n'ai plus envie que Sassou vienne chez moi. Qu'il reste dans sa région. Qu'il reste là-bas avec ses 26 généraux. Qu'il reste dans son coin. Pendant que nous, dans la Bouenza, on travaille. On ne veut plus le voir. Pendant que nous, on sera dans le Kwilu, on ne veut plus le voir. Pendant que nous, on sera dans le Poul, on ne veut plus le voir. Que lui, il reste dans sa région. Parce que lui, on ne veut plus le voir dans la Sanga. On ne veut plus le voir dans la Likoum, ni dans la cuvette ouest. Peuple congolais, nous avons démontré que beaucoup de pays, comme le Canada, ont bâti sur ce mode de gestion. Comme la Suisse, ces pays aujourd'hui, ce sont les seuls pays au monde qui sont respectés. Et dans leur économie est très bien. Et il n'y a pas de guerre, et il n'y a pas de concurrence entre les régions. Peuple congolais, nous l'avons démontré dans l'une des vidéos, que c'est comme cela que le Congo va être. Et les études ont été déjà faites. Peuple congolais, voilà pourquoi nous sommes en train de dire, pour ne plus revenir à ce genre de nomination, alors que le Nyari, alors que la Bouenza, c'est elle qui compte plus de la population, mais n'a que 2 généraux, et la cuvette Est, qui n'a que 173 900, en a 26. C'est pour éviter justement ce genre de choses de honte pour notre pays que nous pensons, frère, il faut qu'on se sépare par région. Les gens doivent travailler par région. Cela ne veut pas dire qu'on va diviser notre pays en 10 régions. Non. Le Congo est indivisible, mais sauf que chaque département, chaque région doit avoir son autonomie dans sa gestion. Peuple congolais. Alors, je vais encore revenir, puisque nous en sommes là. Le cas de nomination des généraux par département. Nous avons fait cette étude et nous avons pensé que, vu que ces généraux coûtent cher, nous avons démontré, ça va jusqu'à 1 milliard. Nous avons présenté un deuxième tableau pour démontrer qu'en 2011, en fait, on n'avait pas besoin d'avoir 49 généraux. Si les choses se faisaient correctement, si les choses se faisaient telles que nous l'avons projeté dans nos études, et si Sassou avait la même conscience que nous,
tel que nous avons étudié cette situation, on ne devait pas avoir 48 généraux tels que nous les avons aujourd'hui. Mais on devait plutôt avoir 25 généraux. C'est-à-dire que jusqu'en 2011, le Congo avec 25 généraux, ça suffit. Pas plus. C'est ça que vous trouvez dans la colonne bleue, dans le deuxième tableau que je vous ai mis. Peuple congolais. Nous avons fait des études. Nous ne cessons de vous dire que nous avons déjà réalisé toutes les études. Nous n'attendons que ça se parte pour vous démontrer, pour vous donner tout ce que nous avons fait comme étude. Alors nous venons de démontrer qu'en 2011, nous ne prenons plus des généraux nommés par Sassou qui donnent 49. Mais si nous faisons ce que nous appelons des répartitions, le Kwilu, normalement, par rapport à sa population de 102, 506 habitants, il devrait avoir un général. Le Nyari, avec sa population de 257, 808 habitants, devait plutôt avoir 4 au lieu de 1 qu'on lui a donné. Les Koumou, par rapport à sa population, devait avoir 1 jusqu'aujourd'hui. Effectivement, il en a 1. La Bwenza devait plutôt avoir 5 généraux au lieu de 2 qu'on lui a donné. Le Poul devrait en avoir 4. Effectivement, il en a aussi 4 aujourd'hui. Les Plateaux devaient en avoir 3 au lieu de 6 qu'on lui a donné. La cuvette Est chez Sassou, qui l'écoute bien, normalement, il ne devait y avoir que 2 généraux au lieu de 26. La cuvette Ouest devait en avoir 1 au lieu de 0. La Sanga devait en avoir 1 et effectivement, il en a 1. La Likwala devait en avoir 2 au lieu de 4 qu'il a actuellement. Ce qui fait que, quand vous regardez le tableau qui est juste à droite, en marron, il y a donc des déficits. Ce qui revient à dire, donc puisque le Kwilu, il en a 3 au lieu de 1, ben, il y a donc un surplus de 2. Le Nyari, au lieu de 4, on lui a donné juste 1, ben, il faut lui donner encore 3 que lui manque. La Lekoumou, lui c'est équilibré, ça donne 0. La Bwenza, on lui doit encore 3, puisqu'il doit en avoir 5. Là, pour le moment, il n'en a que 2. Donc, il lui manque 3. Le Poul, c'est équilibré. Il est à 0. C'est correct. Les Plateaux, il est en surplus. Il faut supprimer encore 3. Dans la cuvette Est, il faut supprimer 24. Parce qu'ils n'ont droit d'en avoir que 2. Il y en a 24 qu'il faut aller supprimer là-bas. La cuvette Est, c'est équilibré. La Sanga, c'est équilibré. La Likwala, il faut encore aller supprimer 2. Peuple congolais, voilà ce que devait être. C'est comme ça que les choses devraient se faire. Et c'est comme ça, dans le nouveau Congo, comment les choses vont se faire. Tout est équilibré en fonction de la population. On tient compte de la population. Parce que quand vous regardez le nombre, la population par généraux, vous comprenez que je vous ai déjà expliqué cela. Lisez, dans la cuvette S, un général ne s'occupe que de 6690, alors que dans la Bwenza, un général doit s'occuper de 172 269 habitants. Peuple congolais, vous voyez, un déséquilibre. Et ce déséquilibre de nomination est aussi dans le déséquilibre mental de M. Denis Sassou Nguesso. Peuple congolais. En novembre 2020, cette année, nous sommes conscients que le gouvernement se prépare à célébrer en grand pont les 60 ans d'indépendance. Sassou l'a déjà dit
l'année passée, qui se prépare à aller fêter les 60 ans d'indépendance. Mais nous voulons aussi faire remarquer avec l'historique que nous vous avons fait de l'armée, les 60 ans de l'indépendance, mais c'est aussi les 60 ans des facs, de la police et de l'armée. Les facs aussi comptent 60 ans. Alors, ça devait être l'occasion de jeter un regard objectif sur notre armée. Aller fêter l'indépendance de 60 ans, déclarer les 60 ans de l'indépendance, c'est bien. Mais aussi, il faut voir, 60 ans, c'est aussi la durée de l'armée. Alors, posons-nous la question. 60 ans, l'armée, qu'est-ce qu'il a fait? En 60 ans, qu'est-ce que l'armée a fait? Notre armée. Peuple congolais, je vais encore vous poser une question. Depuis quand on était des petits enfants, on voyait les chars défiler sur le boulevard qu'on appelait le boulevard des armées. À chaque 13, 14, 15 août, l'armée faisait défiler le matériel. La question que je vous pose, tout le matériel que Marien Ngouabi a payé, ou bien l'État congolais avait payé pour payer le matériel pour faire le défilé, ou bien pour tout le matériel qu'ils avaient payé dans les années 1972, 74, 76, 78, jusqu'en 1980. Ce matériel, est-ce que ce matériel est encore utilisable? Tout ce qu'ils ont payé à l'époque, des chars, des fusils, des canons, tout cela, des hélicoptères qu'ils ont payés à l'époque, est-ce qu'ils sont encore opérationnels? À mon avis, non. C'est des choses, puisque nous avons les photos, c'est dommage. Ce sont devenus c'est là où habitent maintenant des souris. Il y a même des herbes qui ont poussé dans des chars. C'est pour dire, peuple congolais, qu'ils avaient investi sur un matériel auquel ils n'ont jamais, auquel ils se sont jamais servis. Ils n'ont jamais fait la guerre avec. Ils ont payé, ils ont utilisé. La seule chose qu'ils ont fait, c'est de venir défiler avec eux, avec ça au boulevard. La finalité, aujourd'hui, ce n'est plus utilisable. Et puis, on a mis de côté. Mais entre-temps, ce sont des milliards qui sont partis. Alors la question qui vient tout de suite, c'est de savoir, peut-on continuer à investir dans l'armée? Peut-on continuer à investir, d'aller payer le matériel qui, on sait que dans 10 ans, 15 ans, ne seront plus utilisables? Quand on sait que quand on paye l'arme, quand on paye le matériel, on ne l'utilise jamais. Peuple congolais, ça servit à quoi? Ça n'a servi à rien. Alors vous comprenez que quelque part, il faut qu'on voie un peu la situation de l'armée. N'oubliez pas, et vous le savez, si vous ne le savez pas, il y a bien de pays qui n'ont pas d'armée au monde. Et c'est vraiment nécessaire d'avoir l'armée? Aller engloutir autant d'argent là-dedans qui ne servent à rien? Qu'est-ce que les militaires font? Ils ne sont que là quand il s'agit des situations catastrophiques. Qu'est-ce qu'ils produisent? Les enseignants, ils enseignent. On voit les résultats. Les docteurs, ils opèrent, ils font tout. Les résultats, on les voit. Tant bien même qu'aujourd'hui, on n'a plus de vrais docteurs. Peuple congolais. Les journalistes, ils font leur métier, on les voit à la radio, ils travaillent, ils chantent, tant bien même qu'aujourd'hui, ils sont là pour faire chanter la personnalité de M. Sassou, mais on voit. Mais les militaires, qu'est-ce qu'ils font? On n'a rien, ils sont partis au Centrafrique, on les a chassés. Peuple congolais, on doit se poser la question. Mais ça, c'est une situation, je ne vais pas les dévoiler ici, on a déjà étudié dans les études que nous avons faites. Voilà pourquoi nous voulons dire, peuple congolais, aujourd'hui, Sassou, encore une fois de plus, en 2020, il est encore allé payer les armes en Turquie. Et c'est là où nous voulons en venir. Pour faire quoi? Avec tant de millions qu'il est allé dépenser. En fait, ça ne fait qu'arranger les pays qui fabriquent les armes. Parce que ces pays qui fabriquent les armes, ils doivent les vendre. C'est eux. Ils sont allés créer la guerre
En Irak, ils vendent des armes là-bas. Ils sont allés créer la situation en Syrie. Ils sont en train de vendre les armes là-bas. Ils sont allés créer la situation en Libye. Ils sont en train d'envoyer des armes là-bas. En fait, les pays qui fabriquent les armes, c'est eux qui créent des guerres. Et c'est eux qui vendent des armes. Parce que tout ce qu'ils fabriquent, ils doivent les vendre. Mais nous, en Afrique, on n'a jamais fabriqué des armes. Mais comment se fait-il? Les Boko Haram sont armés, les ninjas sont armés, les Cocos ils sont armés, les Banalunda dans le Congo démocratique, je ne sais pas, vers les frontières avec le Rwanda, ils sont armés. Au Mali, les bandes qui sont là-bas, ils sont armés. Toute l'Afrique est armée, alors que l'Afrique ne fabrique pas des armes. Peuple congolais, on a vraiment besoin des armes en Afrique? Non. Et ça, les dirigeants doivent le voir, ils doivent comprendre qu'ils ne payent que les armes pour faire enrichir les pays industrialisés. Et quand ils payent ces armes, en fait, c'est pour venir les appliquer, pour venir les utiliser contre son peuple. C'est ce que Sassou est allé faire en 2020. Il va payer des armes en Turquie pour ramener au pays qui vont servir à quoi? Sinon que pour aller détruire la partie sud. Voilà, peuple congolais, l'armée que nous avons. Voilà pourquoi nous disons, peuple congolais, notre armée a perdu ses repères, ses qualités. Il a perdu le mérite, l'honneur, le secret militaire. L'unité de la troupe est perdue. L'ambiance patriotique et militaire est déjà perdue. La loyauté et le respect et l'ordre militaire. Ces qualités, l'armée d'aujourd'hui ne l'a plus. M. Sassou Nguesso vient de créer des précédents très graves. Depuis plus d'une décennie, tous les spécialistes et analystes des questions sécuritaires et stratégiques sont unanimes et ne cessent d'affirmer que le Congo-Brazzaville est en voie de battre le record des généraux en Afrique. Mais aussi, il possède une armée taillée sur le tribalisme. En effet, personne ne pouvait croire que M. Sassou Nguesso puisse vouloir toujours d'une chose et son contraire. Il a récidivé. Comme d'habitude, la majorité des officiers généraux nommés ou des civils nommés pour des fonctions clés sont presque issus d'une même ethnie, l'ethnie Mboshi, d'une même zone géographique, la cuvette. Alors cette façon d'agir est de nature à tribaliser l'armée. Ces nominations à forte connotation régionale sont donc totalement contraires à la bonne gouvernance, ainsi qu'à la consolidation de l'unité nationale et la paix qui se construisent difficilement. Dans cet état des unions, l'armée est-elle un acteur majeur sur lequel nous pouvons compter pour mener à bien notre combat? Est-elle prête à en découdre avec la gabegie financière, avec la concussion, avec la corruption, avec l'injustice dans laquelle se trouve le pays? L'armée est-elle prête à réagir comme l'ont fait, ou bien comme le font les armées des autres pays? Ce sont là des questions que les Congolais se posent et qu'ils aimeraient voir se concrétiser, se réaliser. Cette approche est-elle une évidence ou bien une utopie pour les Congolais? Nous allons, peuple congolais, vous expliquer que la réalité d'une prise de pouvoir par les armes en faisant couler du sang pour le peuple congolais. En allant chercher les armes, comme Sassou veut le faire. C'est une approche que nous ne pouvons envisager. Peuple congolais, le temps
le temps passé au ministère de la Défense, au service des renseignements, ont permis à Sassou comment monter un coup d'État pour liquider des éléments qu'il estime encombrants. Lui, Sassou sait. Il sait comment prévoir et comment déjouer un coup d'État. Puisqu'il l'a fait. Peuple congolais. Faire un coup d'État nécessite une bonne préparation. Faire un coup d'État nécessite d'avoir une bonne équipe. Il nécessite de disposer du matériel, du véhicule, des munitions, des moyens de communication. Il nécessite d'être en complicité avec les pays limitrophes pour installer une base. Ça nécessite d'avoir le soutien de la France. Peuple congolais, tu ne peux pas aller faire un coup d'État au pays si avec les pays limitrophes, tu n'es pas en complicité. Parce que pour que tu atterris au Congo, il faut que tu passes par ces pays-là. Tu vas venir avec du matériel roulant. Il faut bien que tu passes par le Gabon, ou alors par le Congo, ou alors par le Congo-Kinshasa, ou alors par le Centrafrique. Nous avons vu au Tchad, quand Hissène Habré est rentré, quand Idriss Déby est rentré, et là nous sommes en train de voir en Algérie comment le général rentre. Il est avec tous ses véhicules. Peuple congolais, je voulais en train de vous dire, faire un coup d'État, c'est toute une organisation, c'est tout un matériel qu'on a. Et dans le cas d'espèce du Congo, il faut avoir le soutien de la France. Parce que la France est juste là, à côté. Il a une base qui est là au Gabon. C'est pour cela qu'il est venu mettre une base qui est là. Et comme il doit superviser, il doit sauvegarder ses intérêts qui sont là. Ses intérêts pour le pétrole. Donc quand tu n'as pas son soutien, ben c'est la France qui intervient vite. Souvenez-vous, c'est cette France qui est allée bombarder la maison de Pierre Anga. Ce sont les Français qui sont allés en parachute, qui sont allés bombarder là-bas. Parce qu'on leur avait dit que Anga était un criminel. Ils sont partis. C'est pour dire, peuple congolais, si tu veux faire un coup d'État et que tu n'as pas le soutien de la France, ben quand tu vas venir au Congo, tu vas trouver les Français qui sont déjà installés au Gabon. Mais aussi, ça nécessite des moyens financiers. Peuple congolais, à Brazzaville, le soulèvement populaire tant attendu n'a pas eu lieu. Selon les confrères de la politique congolaise, aujourd'hui, les politiciens et les compatriotes, certains qui sont dans des réseaux sociaux, puisqu'ils n'ont pas réussi à faire descendre la jeunesse dans la rue, nous avons expliqué pourquoi. Alors, ils ont encore un autre espoir. Ils disent seul un coup de force militaire ou un coup d'État pourrait venir au bout de 38 années du régime de Denis Sassou Nguesso. Par le passé, certains ont essayé. Peuple congolais. En 2017, je veux maintenant vous élucider pour comprendre que le coup d'État que nous sommes en train de rêver, est-il possible au Congo? Suivez maintenant. En 2017, le général Moukoko, conseiller spécial de Sassou, fomentait un coup d'État, porté à la connaissance du président par une vidéo. Cette affaire n'a été rendue publique qu'en 2016, lorsque Moukoko a décidé d'affronter Sassou à la présidentielle. Le général Jean-Marie Michel Moukoko avait échoué. L'affaire avait été réglée en famille. Voilà un général qui avait voulu faire un coup d'État. Il avait échoué. Un autre général, Ngolo Ndele, ancien patron de la sécurité d'État, serait lui allé négocier des mercenaires en Afrique du Sud pour renverser le régime de M. Denis Sassou Nguesso. Ce général-là, qu'on appelle M. Ngolo Ndele, lui aussi, il avait échoué. Ce coup d'État avait aussi été filmé. La vidéo avait été transmise à Sassou lors d'un sommet des chefs d'État africains en Éthiopie. Les Sassou et les Ngolo Ndele ayant des liens
matrimoniaux, cette affaire avait été réglée à l'amiable. J'allais plutôt dire en famille, au cours d'une réunion de famille où la vidéo avait été projetée. Raconte une source proche de la famille. Mais ici, ce que je voulais simplement marquer, c'est que ce général-là, il avait aussi échoué. Un autre général, Norbert Dabira, ancien inspecteur général des armées, était sur le point de découronner Sassou Nguesso. Dabira aurait approché le général Nyangambwala, Nganche, pour participer à ce coup de force. Il lui aurait fait parvenir une carte SIM de RDC pour garder leur conversation confidentielle et l'aurait informé d'une prise de contact en France. Seulement, Dabira se confie à la mauvaise personne, un proche du président. Leurs communications sont placées sur écoute. Surprise, avant de décoller pour Paris, Dabira se fait débarquer de l'avion et voit son passeport confisqué. Le lendemain, le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphrin Mboulou, lui fait écouter un des enregistrements dans lequel il était question d'abattre l'avion présidentiel à l'aide d'un missile. Le général Dabira est placé à la maison d'arrêt de Brazzaville pour atteinte à la sécurité d'État. Voilà un autre général qui a connu un échec. Le général Nyangambwala, Nganche, est démis de ses fonctions de commandant de la garde républicaine. Un procès est tenu à Brazzaville en mai 2018. Le général Dabira est condamné à 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité d'État. L'accusé a rejeté l'inculpation d'atteinte à la sécurité d'État. Longtemps proche de Denis Sassou Nguesso, l'ex-inspecteur général des forces armées, Dabira, ne jouissait plus d'aucune fonction officielle depuis que son poste de haut commissaire à la réinsertion des anciens combattants lui avait été retiré en août 2017. On le savait par ailleurs qu'il avait un goût amer envers son mentor, Sassou, pour n'avoir pas été suffisamment soutenu dans l'affaire dite des disparus du Beach, pour laquelle il a été mis en examen en France. Nyangambwala, lui, il a été interpellé par le parquet de Brazzaville dans le procès Dabira et accusé d'avoir fourni les armes en Toumi. Il se serait vu attribuer le statut de témoin assisté. Force est de constater qu'il était déjà en disgrâce. Il court dans les rues de Brazzaville sans être inquiet. Peuple congolais, si coup d'État devait y avoir, il faudrait que les putschistes sachent. Il faut que les putschistes devront se montrer à la hauteur de Sassou. Car Sassou n'hésitera pas à brûler le pays pour traquer les putschistes. Il faut retenir que Sassou scrute l'armée à toutes les secondes. Peuple congolais. Il n'est pas non plus exclu que les 3 piliers du pouvoir de Sassou, Jean-Dominique Okemba, secrétaire général du Conseil de sécurité nationale, Jean-François Ndengue, directeur général de la police, tant bien même qu'il est malade aujourd'hui, Philippe Obara, directeur général de surveillance du territoire, ont eu à réfléchir une fois à la manière de dévancer les autres aux comploteurs. Eux aussi, ils ont pensé à ça une fois au moins. Mais à chaque fois qu'il est question d'un coup d'État, ils sont toujours désignés comme personnes à neutraliser. Posez-vous la question pourquoi? Peuple congolais. Alors, beaucoup d'officiers qui ont voulu se mesurer à Sassou, ces derniers les ont envoyés précipitamment sous terre. Tel est son principe. Et tous les officiers supérieurs d'aujourd'hui le savent. Pour Sassou, lui seul est en mesure de faire un coup d'État. Comme jadis, quand il les a fait dans les années 70. Et même
récemment quand il l'a fait, le 5 juin 1977. Parce que lui, Sassou, il sait faire des coups d'État. La guerre commence. Cette guerre-là qu'on parle du 5 juin, nous allons en parler. Peuple congolais. La guerre commence à Ouando, entre les frères ethno-tribaux. Elle éclate au grand jour et se transporte à Brazzaville, à un moment où personne ne s'en doutait et ne s'y attendait. Et encore moins les services de renseignement du chef de l'État, le chef suprême des armées, Lissouba, n'étaient même pas au courant. Je voulais parler par là. Les Tsatsimabianos. Peuple congolais. Pardon. Le bulletin Nord-Sud Export, dans un article paru dans sa livraison de mai 1996, révélait que les États-Unis et la France avaient demandé aux deux protagonistes, c'est-à-dire Sassou et Lissouba, de limiter leur guerre qu'ils devraient faire rien qu'à la ville de Brazzaville. Il leur avait demandé de ne pas étendre cette guerre à Pointe-Noire. C'est pour dire, peuple congolais, que les Français et les Américains étaient bel et bien au courant de cette guerre. Non pas qu'ils étaient au courant, mais puisque nous l'avons déjà démontré. La réunion s'est tenue à l'Élysée. Et c'est la France qui avait fourni des armes à M. Denis Sassou Nguesso. Au Congo démocratique, pendant cette période, la situation était très instable. L'océan, l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, la Belgique, la France, soucieux de la sécurité de ses ressortissants, avaient dépêché en République du Congo, Brazzaville, les contingents armés dans le but de les exfiltrer officiellement pour les évacuer selon les termes consacrés. Aujourd'hui, du moins en Afrique, tout le monde le sait, que l'acte d'évacuation des expatriés, d'évacuer des étrangers, quand ils se manifestent dans un territoire, dans un pays, ça prouve un signe qu'il y a des armes qui rentrent dans le pays. Ça prouve que quand ces pays viennent prendre les étrangers, leurs compatriotes dans le pays, c'est que le pays va connaître la guerre. Donc, cette expression-là, d'évacuer l'expression évacuer les étrangers, souvent, c'est le signe que le pays va connaître des moments de turbulence, de troubles. Alors, peu importe ce qui devrait arriver, mais en tout cas le 5 juin 1997, quand Sassou donc fait sa guerre, la guerre à Lissouba, les hostilités sont déclenchées. Nous l'avons dit, mais quelques jours avant l'attaque programmée, les contingents armés occidentaux, américains et belges, concertés, plient bagages, se retirent de Brazzaville. Ne reste que les contingents militaires français. Selon la version officielle, après l'évacuation des ressortissants occidentaux et autres étrangers de Kinshasa et de Brazzaville, les contingents français se retirent, laissant derrière lui un pays à feu et à sang, et abandonnant un peuple à son sort, à l'agonie, à la folie meurtrière d'un homme que la France commanditaire des massacres humains qui s'en suivirent ne connaissait que trop bien, mais en prenant tout de même le soin de lui laisser son armement, toute sa logistique. Au regard de ce qui précède, le reste, par exemple, la situation en RDC et l'évacuation des Occidentaux provenant de Kinshasa n'était donc qu'un prétexte, puisque la France n'a pas pris en charge les évacués de Brazzaville à partir de Kinshasa.
Ceux qui suivent le développement comprennent bien les enjeux commandités par la cupidité, l'avidité et la conclusion en détriment et au grand mépris des vies humaines ainsi sacrifiées. Seulement, voilà, bien que connaissant son tome affidé quant à sa proportion et à la violence et au crime, la France était partie prenante dans l'organisation, dans la planification de ce coup d'État. La France savait que l'homme qu'elle remettait au pouvoir au Congo-Brazzaville, la France le connaissait bien. D'ailleurs, la réunion s'est tenue, comme je l'ai dit, à l'Élysée avec Jacques Chirac. Les armes ont transité par le Gabon. Les renforts sont venus de l'Angola, le Centrafrique, le Rwanda. Le RDC a servi de repli pour contrôler la situation et pour faire les évacuations. Le Cameroun était en alerte, veillait aux frontières. Bref, toute une organisation avait été bien montée. Les pays limitrophes étaient déjà au courant, servaient de base pour... D'abord, nous avons démontré que le 5 juin, quand la guerre déclenche, Sassou se trouvait à Kinshasa, en train de regarder dans des jumelles, alors que l'Angola envoyait déjà des armes, et des mercenaires, et le Gabon envoyait déjà... Donc c'est pour dire que tous les pays limitrophes étaient déjà rentrés en jeu. Présentement, peuple congolais, les Congolais en général, et la diaspora en particulier, sont-ils aujourd'hui capables de dire que est-ce que nous pouvons faire un coup d'État au pays? Aujourd'hui, surtout la diaspora, parce qu'ils sont au bout des stratégies pour faire partir M. Sassou, la diaspora crie à tue-tête, envoie des messages, surtout dans les réseaux sociaux. La diaspora rêve un coup d'État. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent plus, ils n'arrivent pas à faire descendre la jeunesse dans la rue. Ils ont tenté, ils ont demandé à la jeunesse de descendre dans la rue. La jeunesse a dit non. Alors ils rêvent une autre solution. C'est normal. Tout le monde a droit à rêver. Alors ils pensent qu'il faut faire un coup d'État. Du moment où ils n'arrivent pas à faire la révolution à la tunisienne, du moment où ils n'arrivent pas à être unis, où ils sont toujours dispersés, qu'est-ce que la diaspora fait? Ils se consolent en rêvant à un coup d'État. Un coup d'État qui sera mené par le général Ferdinand Mbaou. Tous les jours, dans des réseaux sociaux, c'est lui qu'on met de l'avant. C'est lui le général qui va aller affronter M. Denis Sassou Nguesso. Que ceux qui avaient déjà fait des coups, qui avaient prévu des coups, que je vous ai cités, s'ils ont échoué, lui Ferdinand Mbaou va réussir. Lui Ferdinand Mbaou qui était avec le professeur Pascal Issouba, alors qu'il n'avait pas pu. Aujourd'hui, on pense, parce qu'il vit en France, qu'il peut aller faire un coup d'État au pays. Peuple congolais, je venais de dire, faire un coup d'État nécessite beaucoup d'investissement, nécessite beaucoup d'organisation. Un grand plaisir pour moi de savoir que le général va aller faire un coup d'État, le général Mbaou. Mais ma question est de savoir, le général incarne-t-il l'espoir ou bien ce n'est qu'une simple utopie? A-t-il une bonne préparation pour aller le faire? A-t-il une bonne équipe pour aller le faire? Dispose-t-il vraiment du matériel, du véhicule, des munitions, du matériel volant pour le cas d'espèces
A-t-il de matériel navigant? Parce qu'on peut aussi rentrer par Kinshasa. A-t-il de matériel de communication? Le général Mbao, pourriez-vous nous dire, avez-vous l'aval des pays limitrophes, c'est-à-dire des pays de la CEMAC, ces pays-là qui sont déjà amis à Sassou? L'avez-vous déjà contacté et ils sont d'accord avec vous? Parce que vous ne pouvez pas rentrer au pays sans passer par ces pays limitrophes. Mais sachez-le, que ces pays de la CEMAC sont des amis de M. Sassou. Mon général, avez-vous le soutien de la France? Je venais de le dire. Si vous n'aviez pas le soutien de la France et que vous arrivez, mais le premier que vous allez affronter, c'est d'abord l'armée française qui est basée au Gabon. Ils vont vite intervenir parce qu'ils doivent sauver les intérêts qui sont là-bas. Mon général, avez-vous suffisamment de moyens pour organiser tout ça, pour payer tout le matériel? Voilà la question auquel je me pose, mon général. Ce n'est pas que je dis que vous n'êtes pas capable de le faire, mais je me pose la question. Avez-vous tous ces moyens? Parce que aujourd'hui, la diaspora ne cesse de crier pour vous. Ils sont derrière vous. Mais alors, est-ce que vous disposez de tous ces éléments? Si vous ne les disposez pas, mon général, laissez-moi vous dire, ça ne sera qu'une simple aventure. Au point, vous allez y laisser votre peau. Le général Mbao, c'est un homme d'armes. Il ne devait pas être enthousiasmé par les civils qui ne connaissent rien du métier d'armes et qui ne mesurent même pas les conséquences de ce que c'est manier l'arme. Il devrait plutôt les éduquer et leur apprendre que l'acquisition du pouvoir par les armes se termine souvent par les armes. Et Sassou le sait. Et il est en alerte, il est en attente. Donc aujourd'hui, chanter ou rêver des coups d'État, mon général, si vous êtes capable de le faire, ou bien si vous n'êtes pas capable de le faire, autant dire à cette population, à cette diaspora qui s'agite derrière vous, pour ne pas leur faire des illusions. Ce que je vous ai dit en plus, le général, si franchement vous préparez un coup d'État, j'ai un conseil à vous donner. C'est que vous ne devez pas faire du bruit. Un militaire, quand il prépare un coup d'État, quand il fait un coup d'État, ne pas dans des réseaux sociaux pour aller dire que je veux faire un coup d'État, je veux faire ceci. Et c'est d'ailleurs cette attitude qui me fait croire, de comprendre, non, je crois que ce n'est que du simple bruit. Parce qu'un militaire, un général, quand il se prépare à faire un coup, personne n'est au courant. Sinon que ses proches. Mais, sauf que, au Congo, quand un général prépare un coup d'État, il est motivé, il est enthousiasmé par la diaspora qui n'est plus en mesure de proposer des solutions idéales. Il commence à faire de l'agitation et il commence à mettre au front le général. Et le général doit faire preuve de sagesse. Voilà pourquoi je disais, mon général, bonne chance. Peuple congolais, le rôle des militants, le rôle des militaires dans la vie politique au Congo-Brazzaville est essentiel, comme dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne. L'armée congolaise influence l'histoire de ce pays à travers 4 périodes majeures d'indépendance. En 1960, les armées du marxisme-léninisme de 1970 à 1990, l'avènement du processus démocratique au début des années 1990 à 1997 et actuellement l'éternel défi de la reconstruction et de la réconciliation nationale depuis 1997. Voilà, peuple congolais, un peu l'histoire de notre armée. Mais hormis les premières parenthèses démocratiques, c'est-à-dire
celle de 92 à 97 avec le Pascal Lissouba, le Congo vit sous l'influence martiale, la rivalité nord-sud, doublée d'une opposition civile militaire et au cœur d'une lutte sans merci pour le pouvoir. Nous avons retracé l'histoire complexe, souvent dramatique, où la population congolaise est souvent et reste la principale victime des intrigues politiciennes. La population veut des solutions, veut des résolutions. Et la solution dramatique multisectorielle que lui fait subir le schizophrène, le général pyromate, le barbare, M. Sassou Nguesso. Et ceci depuis 38 ans. M. Sassou, qui fait subir à la population des conditions aujourd'hui, même les pays les plus démunis ne peuvent vivre. Sassou fait subir au peuple des guerres. Il s'est décrit comme homme de paix, alors que c'est lui qui va payer des armes pour venir tuer le peuple. Peuple congolais. La résolution de la situation n'est plus militaire. Ne passe plus par des coups d'État. Nous venons de le dire. Parce que faire un coup d'État, c'est légaliser la guerre de 5 juin 1997 qui a détruit la démocratie. Si aujourd'hui nous condamnons Sassou parce qu'il a fait un coup d'État, qu'il est venu détruire la démocratie, donc faire un coup d'État, mais donc c'est légaliser cette guerre. Faire un coup d'État, c'est se mettre dans un cercle infernal des coups d'État. N'oubliez pas que celui qui vient par le coup d'État s'en va par le coup d'État. Faire un coup d'État, c'est se confronter à une armée devenue super tribalisée et super équipée matériellement au Congo. Faire un coup d'État, c'est faire couler le sang des Congolais, une fois de plus. Faire un coup d'État, c'est opter pour l'appauvrissement du pays. Manque de stabilité. Ne dit-on pas souvent, la guerre, c'est l'échec. Peuple congolais. Même si les mêmes causes produisent les mêmes effets. En 1990, beaucoup d'acteurs avaient contribué à la tenue de la conférence nationale souveraine. Beaucoup d'acteurs avaient contribué à l'organisation de la conférence nationale souveraine. En l'occurrence, la jeunesse, l'armée, le syndicat, les partis politiques, la diaspora. Mais ces acteurs sont-ils d'actualité aujourd'hui? Ces acteurs sont-ils capables de nous faire sortir une fois de plus de la situation que nous vivons? Avec l'immobilisme, l'inaction, l'isoaveté, la passivité de la jeunesse, avec l'anti-républicain de l'armée, avec l'ambouchinisation de l'armée, l'assujettissement de l'armée à Sassou, peut-on se référer à un autre acteur majeur? Et on peut se référer à l'armée, puisqu'on ne peut plus compter sur l'armée, puisqu'on ne peut plus compter sur la jeunesse. Est-ce qu'on peut se référer à un autre majeur par rapport à ce que je venais de citer? Peut-être oui, le syndicat. Le syndicat? Oui, le syndicat. Alors, on doit se poser la question. Est-ce que les travailleurs peuvent-ils rentrer en grève, créer une ville morte, paralyser le pays, comme ils l'avaient fait en 1991, pour provoquer le soulèvement et faire partir M. Sassou? C'est toutes ces situations que nous allons analyser dans la prochaine vidéo. Merci.
et à bientôt. Les mains sur la tête, les mains sur la tête. Ça va changer, ça va laisser c'est les mains sur la tête. Maître chef, mets-toi sa musique, arrête. 2 fois 1, ça fait combien? 2 fois 2, bolobini. 2 fois 4, bobé, c'est combien? Ce qui faut y avoir définissé, oui, tu t'es tiré dans l'eau, vérité. Winda, winda, tingomi gumbanda. Opera le courage, winda, tingomi gumbanda. Erivide ngasa winda, ngomi gumbanda. Winda, 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 tingomi gumbanda. Jegrema sengo winda, ngomi gumbanda. DJ Elgawa. La fibola c'est équivalent ya 4. Carmen Baz la coiffeuse à 2. Yarisima longa mama. Que son huile via quoi winda, winda, tingomi gumbanda. Ya grâce ya baki winda, ngomi gumbanda. Tingana la kisabano ya animation basako yembake. Mama Frosa la belle, yeah, bisouane. Winda, winda,